Qui a poussé sur les routes des millions d'Ukrainiens. Ils sont déjà plus de 3 millions de réfugiés à avoir quitté l'Ukraine. Près de la moitié sont aujourd'hui des enfants. De très nombreux autres civils ont été déplacés aussi par cette guerre. La plupart sont allés se réfugier dans l'ouest du pays. On va retrouver tout de suite en direct de Tchernivtsi Anastasia Peroun. Bonjour et merci tout d'abord d'être avec nous accorder ce moment. Avant la guerre, vous travaillez en tant que traductrice et médiatrice culturelle pour des films et festivals de cinéma. Vous habitiez Kiev au moment de l'invasion russe. Votre compagnon belge vous rendait visite. Après les premiers bombardements et les heures difficiles dans les abris, vous avez décidé avec toute votre famille de quitter la capitale en train pour vous réfugier non loin de la frontière avec la Roumanie. C'est une zone qui était jusque-là épargnée. Vous étiez censé intervenir hier sur notre antenne, mais les sirènes et les alertes en ont décidé autrement. Alors la première question évidemment qu'on a envie de vous poser, c'est comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que la situation est en train de se compliquer là où vous vous trouvez aujourd'hui? Bonjour. Oui, la situation se complique dans la mesure où il y a des explosions, des attaques sur les villes à côté, dans les régions à côté. Et c'est triste à dire, mais j'ai peur que c'est la question du temps, quand est-ce qu'ils vont arriver jusqu'à ici, parce que ce qu'on voit, c'est que les Russes n'ont pas beaucoup de succès sur Terre. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire peur à toute la population. Et la façon la plus simple de faire peur à la population, c'est de lancer les missiles. Terroriser les civils en pilonnant les zones d'habitation. On l'a déjà vu en 3 semaines, de guerre. Un mot peut-être de Kiev. Vous êtes résolu assez vite finalement à quitter votre vie là-bas. Est-ce que vous avez malgré tout des nouvelles de proches restés sur place? Il y a de nombreux habitants qui sont quand même restés dans la capitale ukrainienne. On nous dit qu'il y a la moitié de la population qui est restée à Kiev. J'ai beaucoup d'amis. J'ai pas de famille qui est restée, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont avec eux. C'est difficile, c'est beaucoup de temps, passer les nuits dans les abris, dans les sous-sols. Mais, oh, excusez-moi. Mais tout le monde reste assez positif et très résolu. Donc, l'esprit de combat, l'esprit de victoire, de lutte est très, très sensible en Ukraine. C'est assez fort, Et je pense que c'est le cas à Kiev. on l'entend dans absolument tous les témoignages. Vous ne laissez pas vraiment la place aux émotions. Vous l'expliquiez assez bien à nos confrères de France Inter il y a quelques jours encore. Vous avez le sentiment que votre cerveau a fait comme un reset et qu'il ne laissait pas passer les émotions. La seule émotion que vous ressentez et que vous n'aviez jamais ressentie à ce point, c'est la haine envers le régime russe aujourd'hui. Mais c'est tout à fait vrai. Bah, euh, j'ai vu des photos d'une station de métro à Kiev qui est à côté de ma maison qui a été touchée. Donc, une explosion a eu lieu dans un bâtiment à côté de chez moi. Les bâtiments dans la rue à côté sont détruits et c'est assez émouvant, mais bizarrement, je pense que c'est notre système de protection. Même s'il y a des périodes où c'est dur, où on veut pleurer et on se sent très malheureux, je pense que le sentiment qui prévale chez tout le monde en Ukraine, c'est la raison de rester. Alors la liaison est un peu compliquée, mais on va évidemment rester avec vous. Vous avez fui avec votre famille, votre compagnon belge, votre sœur également. Vous expliquiez qu'elle pleurait chaque jour, que vous réagissiez différemment. On parlait de ces émotions. Comment est-ce que vous comptez aujourd'hui aider votre pays? Vous dites on a préféré quitter Kiev pour être un peu plus utile ailleurs, pour lutter notamment contre la désinformation. Votre quotidien, il se résume en quoi aujourd'hui? Moi, je suis traductrice à la base, donc je traduis pas mal de choses pour les différents projets. Notamment, il y a beaucoup de cinéastes qui font des vidéos, qui enregistrent ce qui se passe pour plus tard, pour faire des films, pour collecter des témoignages, pour montrer un monde. Je travaille avec des cinéastes qui font ça, qui font des capsules vidéo, je traduis, je fais des sous-titres. Il y a aussi un groupe de travail des traducteurs qui collaborent avec le bureau du président. Il y a beaucoup de groupes comme ça, des bénévoles, si vous voulez, qui sont prêts à agir. Et puis ma sœur, elle est un peu plus à l'aise avec les ordinateurs et
Elle participe au groupe de travail avec des bénévoles qui font des choses un peu plus complexes, par exemple les attaques sur les sites des médias de propagande russe ou l'envoi des mails en masse aux Russes. Donc il y a beaucoup de façons de, de participer à ce combat numérique, si vous Le voulez. gouvernement ukrainien, d'ailleurs, a sollicité l'ensemble des Ukrainiens leur demandant d'ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'en avaient pas déjà encore, pour montrer la réalité de cette guerre. Est-ce que vous avez probablement eu les retours de cette journaliste russe qui est intervenue sur la première chaîne de télévision russe, qui a depuis été condamnée à payer une amende, mais qui va avoir un procès et qui encourt 15 ans de prison pour avoir dénoncé la propagande du régime. J'imagine que ça vous rassure de savoir qu'une partie des Russes, même s'ils sont silencieux, tentent aujourd'hui de communiquer, de s'exprimer malgré les risques. Alors, je ne sais pas si ça vous, quelles sont les actualités qui arrivent jusqu'en France, mais nous, en Ukraine, on est assez sceptiques envers cette journaliste parce qu'il y a plusieurs raisons pour l'être. D'abord, on ne croit pas qu'il y a des émissions en live sur les chaînes de propagande, les chaînes d'État russe. Donc, il y a beaucoup de choses qui indiquent que c'était en fait mise en scène, si vous voulez, que c'était préparé. Puis, cette journaliste a dit un discours qui était enregistré avant cette action. Et dans ce discours, elle utilise les mêmes schémas et les mêmes phrases, les mêmes clichés de la propagande russe, comme quoi on était les nations frères, des peuples frères. Elle utilisait les phrases, mais tout à fait bien faites, qui sont répétées encore et encore et encore sur les chaînes de télé russes. Et après, l'amende qu'elle a reçue, c'est 30 000 roubles, c'est environ 200-300 euros au dollar. Et c'est vraiment ridicule si vous comparez avec les amendes que les autres reçoivent. Elle doit Vous avez, par comparaître, hein. exemple, Elle doit l'affaire comparaître dans un procès prochainement et elle encourt 15 ans de prison, je vous le confirme. Si vous pouviez vous adresser à la Russie, Moi, je suis Vladimir assez Poutine, sûre que... qu'est-ce que vous diriez aux Russes aujourd'hui Qu'est-ce que vous diriez, vous, aux Russes, s'ils avaient les moyens de vous entendre aujourd'hui? Qu'ils sont tous coupables de ce qui se passe en Ukraine. C'est pas Poutine qui appuie sur les boutons, c'est pas Poutine, c'est pas 150 000 Poutines qui sont rassemblés autour des frontières ukrainiennes. C'est pas Poutine personnellement qui tue les enfants en Ukraine. C'est pas Poutine qui écrit des scénarios des chaînes de propagande russe, etc., etc. Donc, je pense que tout le monde qui vit là-bas, qui est silencieux, qui paye des amendes, qui raconte des salades sur les peuples frères Ukraine, Russie, il y a beaucoup de moyens de recevoir des informations. Là, maintenant, bien sûr que Facebook, Instagram, tout est bloqué en Russie, mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a beaucoup de sources d'informations et s'ils sont dans le déni, c'est parce qu'ils veulent être dans le déni, c'est parce qu'ils veulent pas comprendre, savoir et se sentir impliqués dans tout ce qui se passe. Merci beaucoup Anastasia Perounin. Si je vous résume, vous dénoncez une forme de responsabilité collective aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de